Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des webinaires R&D Agro. Cette série de webinaires vous présente des résultats de projets de recherche appliqués en agronomie grande culture qui sont conduits par la Chambre d'agriculture et qui sont soit en cours, soit qui se terminent. Aujourd'hui, nous allons consacrer cet épisode aux résultats du projet ARENA, anticiper les régulations naturelles, qui vont vous être présentées par Alexia Barrier de la direction végétale. Avant de laisser la parole à Alexia pour sa présentation, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions non pas sur le chat, mais sur ma boîte mail, donc à aline.vandeval@pl.chambagri.fr. Nous prendrons un temps à l'issue de la présentation d'Alexia pour y répondre. Alexia, du coup, je te laisse la parole maintenant. Merci. Bonjour à tous. Alexia Barrier, je suis chargée de mission agronomie biodiversité et je suis basée en Vendée. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats, quelques résultats, on va dire, du projet ARENA, anticiper les régulations naturelles, qui s'est déroulé depuis 2017 et jusqu'à la fin de cette année. Ce projet s'inscrit dans un contexte où l'on cherche de plus en plus des solutions alternatives à la lutte chimique. On a une baisse du nombre de substances actives disponibles, par exemple, des résistances qui apparaissent à certains produits phytosanitaires. Il y a également un enjeu environnemental fort avec des traces de produits phytosanitaires qui sont retrouvées particulièrement dans les eaux, dans les sols, par exemple. Une attente sociétale forte également dans un sens d'une agriculture moins consommatrice d'intrants. Et puis des évolutions incertaines à l'avenir, particulièrement en lien avec le changement climatique. Donc il y a une réelle nécessité de tendre vers des systèmes agricoles qui sont productifs, avec également de bonnes performances environnementales, qui vont du coup s'appuyer plus sur des services écosystémiques. Dans le cadre du projet ARENA, on s'est penché particulièrement sur un service particulier qui est le service de régulation naturelle. Donc la régulation naturelle vise à maintenir les bioagresseurs en dessous du seuil de nuisibilité. Donc dans le projet ARENA, on avait plusieurs objectifs. L'un, c'était de définir des méthodes utilisables au champ pour observer la régulation naturelle. Le second, de proposer des outils d'aide à l'interprétation qui soient simples de mise en œuvre et qui puissent permettre de prévoir et de quantifier l'impact des auxiliaires sur la régulation naturelle. Et puis également un objectif pour essayer d'intégrer ces ressources produites dans des stratégies de protection intégrée des cultures. Donc on a travaillé sur ces objectifs dans un cadre que l'on s'est fixé. Donc on a travaillé principalement sur 4 cultures. Donc colza, blé, orge et maïs. Et puis on s'est penché sur 2 principaux ravageurs, à savoir les pucerons, à la fois au printemps et à l'automne, et les limaces. Donc je vais vous présenter un petit peu la démarche qu'on a eue dans ce projet. Donc on avait pour objectif de connaître l'état des régulations au champ d'abord pour pouvoir ensuite essayer de s'appuyer sur ces régulations. Il fallait déjà les définir. Donc on a acquis des données en parcelles agricoles, on a observé des auxiliaires, on a essayé de voir quels étaient les auxiliaires présents, par quelle méthode on pouvait suivre ces auxiliaires, quel temps était nécessaire pour le faire, quel matériel, et puis les connaissances qui étaient nécessaires pour faire ces suivis. Donc toutes ces observations nous ont conduit à mettre en place une énorme base de données avec beaucoup d'informations de suivi terrain. On a également proposé des protocoles d'observation standardisés pour suivre chaque auxiliaire, chaque ravageur. Il y a certains types de pièges qui sont plus adaptés à certains ravageurs ou certains auxiliaires. De la base de données, on a fait une expertise. On a mis en lien cette base de données produite avec ARENA et puis des bases de données déjà existantes ou des informations déjà existantes. Cela nous a permis d'expliquer le potentiel de régulation naturelle, de voir quels étaient les processus qui intervenaient, quels facteurs impactaient la régulation naturelle. Tout cela dans l'objectif de prévoir le potentiel de régulation naturelle
et de voir comment on pouvait passer de l'explication de la régulation naturelle à une prévision de cette régulation, de ce phénomène. On est ensuite donc passé à l'action. On a construit des outils de prévision du potentiel de régulation naturelle, à la fois stratégique et tactique. On a également réalisé une enquête terrain pour voir si nos livrables correspondaient bien aux attentes à la fois des conseillers et des agriculteurs. Et tout cela dans l'objectif d'améliorer la prise en compte des régulations naturelles dans la conduite des cultures. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous nos résultats, hein, il y en aurait pour un bon temps. Je vais particulièrement vous parler à la fois de l'enquête que l'on a réalisée pour voir quels étaient les besoins des conseillers et des agriculteurs, et puis également des outils de prévision de la régulation naturelle qu'on a développés dans le cadre du projet ARENA. Donc, quels sont les besoins des acteurs de terrain? Donc, on a 2 enquêtes qui ont été réalisées, l'une auprès des agriculteurs. Donc, on a eu 153 réponses d'agriculteurs, et l'autre auprès de conseillers, avec 128 réponses. Et on leur a posé plusieurs questions sur la régulation naturelle, ce qu'ils connaissaient moins, et leurs attentes. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a que la plupart des conseillers sont insatisfaits à moyennement satisfaits de leurs connaissances sur les auxiliaires de culture. Ils se sentent moyennement informés, voire pas du tout. Or, ils sont un grand nombre, 89%, à y voir un intérêt écologique et économique. Donc, il y a un réel intérêt à communiquer sur ces sujets. Et c'est d'ailleurs le cas également de 75% des agriculteurs qui voient un intérêt écologique et économique aux auxiliaires de culture. La principale difficulté, c'est de quantifier financièrement le service de régulation que peuvent apporter les auxiliaires de culture dans les parcelles. Sur cette diapo, je vous présente les résultats d'une autre question, à savoir les besoins des conseillers. On leur a demandé ce qui leur manquait le plus pour comprendre la régulation naturelle. Et donc, il en ressort des besoins de connaissances et de prédictions. Donc, des connaissances sur l'écologie des auxiliaires et sur la prédiction de la régulation naturelle en premier. Et puis également des besoins d'observation avec des besoins d'avoir des protocoles de suivi pour pouvoir observer les auxiliaires et également des fiches d'identification pour pouvoir reconnaître les auxiliaires observés. Donc j'y reviendrai par la suite, mais on a créé par exemple des fiches pour reconnaître les auxiliaires ainsi qu'une clé d'identification disponible sur le site du projet. Les productions du projet, du coup, c'est des fiches bilan de connaissances, des fiches sur les auxiliaires, le tout disponible sur le site Arena Oxymore pour aider à mieux identifier les auxiliaires et les ravageurs. Ce sont également des protocoles simplifiés et des outils d'innovation, des outils d'observation innovants, pour quantifier les régulations naturelles au champ. Ce sont également des méthodes innovantes d'observation, donc avec des cartes de prédation et des études moléculaires pour quantifier les régulations à la parcelle. Et puis des outils de prévision pour mieux comprendre et prédire les interactions lors du phénomène de régulation naturelle avec les outils DEXI et IA-Arena que je vais vous présenter juste après. Et puis, on a fait également donc, un retour individuel aux agriculteurs et on a créé une grille de risque puceron sur laquelle je reviendrai également. Donc, durant ce projet, on a utilisé des pièges classiques, des pièges passifs, type piège à limaces, cuvette jaune, pot barbeur, pour observer les auxiliaires et les ravageurs. Cependant, ce sont des pièges qui permettent certes d'avoir la population de ravageurs et d'auxiliaires sur la parcelle, mais ça ne permet pas de démontrer le phénomène de régulation naturelle, puisqu'on ne visionne pas de prédation directement avec ce type de piège. Donc on a voulu aller plus loin dans le projet et utiliser 2 méthodes innovantes qui permettent de visualiser la régulation, soit en direct, soit a posteriori, et le tout à la parcelle, donc in situ. Donc je vais vous présenter ces 2 méthodes.
c'est vrai que pour les prédateurs, c'est très difficile d'observer la régulation naturelle. Là, je vous ai mis l'exemple des parasitoïdes. Pour les parasitoïdes, c'est beaucoup plus simple parce qu'on observe réellement l'action de parasitisme qui est réalisée ici au sein de colonies de pucerons. Donc, c'est facile à observer. Vous voyez, on a ici 27 pucerons, dont 3 qui sont momifiés. Donc, c'est assez simple d'avoir le niveau de régulation naturelle par les parasitoïdes. Ça s'observe directement à la parcelle. Pour les prédateurs, c'est pas du tout aussi simple, surtout que souvent les prédateurs sont opportunistes et généralistes, donc ils vont consommer une grande diversité de proies, et ça sera très difficile de savoir ce qu'ils consomment et dans quelle proportion sur la parcelle. Donc par exemple un carabe, hein, la photo de droite là, peut consommer à la fois des pucerons, des limaces, des graines d'adventice. Donc là, il aurait un service de régulation intéressant du point de vue du conseiller ou de l'agriculteur, mais il peut également consommer des auxiliaires qui peuvent être soit des prédateurs, ici une araignée, ou alors des décomposeurs, les vers de terre, les colamboles. Voilà, mais on ne sait pas dans quelle proportion ils consomment l'une ou l'autre de ces proies. Donc pour répondre à cette question et savoir ce que mangent réellement les prédateurs présents sur les parcelles et savoir s'ils ont un pouvoir de régulation, on a utilisé 2 méthodes innovantes. Donc la première, c'est l'observation des événements de prédation par des enregistrements vidéo, donc que je vais vous présenter dans un premier temps. Et puis la seconde, c'est une analyse PCR des ADN de contenus stomacaux des prédateurs, donc des carabes. Donc pour la première méthode, pour observer la prédation, on a déposé des proies sentinelles sur des cartes de prédation au sol et en végétation dans les parcelles agricoles. Donc ce sont simplement des morceaux de papier vert sur les... Donc des œufs d'insectes, des pucerons, des graines d'adventice. On peut vraiment mettre une diversité de proies potentielles. Et les cartes sont ensuite installées dans les parcelles et elles sont observées régulièrement pour voir quelles sont les proies consommées. Si on passe régulièrement sur la parcelle, on peut voir l'évolution du phénomène de prédation. Donc voilà un exemple de résultat ici sur les œufs de la teigne de la farine, qui a donc une carte de prédation qui a été laissée en place 7 jours dans différentes parcelles, dans différentes cultures. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'au bout de 7 jours, la prédation des œufs de la teigne de la farine est variable en fonction des cultures dans lesquelles ont été déposées les cartes. Mais on démontre qu'il y a bien une action de prédation, hein, puisqu'il y a une diminution du nombre d'œufs présents, et donc une augmentation du taux moyen de prédation au cours du temps. Donc ça nous permet de voir quelle proie est consommée, de déterminer l'évolution des actes de prédation dans le temps. Par contre, il manque une information très importante, hein, on ne sait pas qui a consommé les proies qui étaient présentes sur ces cartes. Donc on est allé encore plus loin dans le projet ARENA, on a mis en place un système de vidéo donc, que vous avez sur cette photo pour essayer d'observer ce phénomène en direct à distance. Donc on a ici un smartphone qui est orienté vers la carte de prédation disposée au sol. Vous avez à côté un pot barbeur, un autre type de piège pour suivre les prédateurs de limaces particulièrement. Et donc ce smartphone va prendre une photo toutes les 2 secondes de la carte de prédation. Donc il stocke un certain nombre de photos. Et en associant ces photos, on peut avoir un time-lapse et donc observer le phénomène de régulation sous forme de vidéo. Donc vous avez là, je ne vous ai pas mis la vidéo, vous pourrez la retrouver sur le site du projet ARENA. Mais là, je vous ai mis une capture d'écran du type de vidéo qu'on a. Hein. Donc on voit un grand nombre de carabes rassemblés sur les cartes de prédation qu'on leur propose. Donc on voit qu'il y a un grand nombre de proies qui ont déjà été consommées. En bas à droite, il y avait les pucerons qui étaient collés, qui ne sont déjà plus trop visibles. On a les œufs de teigne de la farine qui ont déjà bien disparu également. Et puis les graines d'adventice qui sont encore peu consommées au moment de cette photo. Donc ça nous permet de voir la population qui vient consommer ces proies. Donc ici on a des Poecilus cupreus qui sont venus assez rapidement sur les cartes de prédation. Donc, ce sont des carabes très communs en grande culture.
Donc ça nous permet de savoir qu'il y a une prédation de ces espèces-là, de cette espèce-là, sur un certain type de proie. Donc voilà pour la première méthode qui nous permet de visualiser les prédateurs et puis le phénomène de prédation de ravageurs en grande culture. La deuxième méthode, c'est l'analyse des contenus stomacaux, donc une analyse moléculaire des contenus stomacaux des prédateurs. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus compliquée à mettre en place, mais qui donne des informations très intéressantes. Donc grâce aux outils moléculaires, on va tester en fait la présence d'ADN de différents types de proies dans l'estomac des carabes. Donc on va faire une réaction qu'on appelle réaction PCR. Donc on utilise des amorces qui vont amplifier les fragments d'ADN des proies que l'on retrouve dans l'estomac des carabes. On réalise ensuite une électrophorèse pour déterminer les fragments qui ont été amplifiés, et on détermine du coup les proies qui ont été consommées. Donc la détection de la présence d'un fragment d'ADN d'une proie, c'est un signal que le prédateur avait consommé la proie associée. Donc pour ARENA, on a travaillé sur les carabes qui ont été capturés vivants dans des pièges barbeurs. Donc c'est ce que vous avez en bas à gauche. Donc on a capturé les carabes dans des pots barbeurs à sec. Et puis ensuite, ils ont été isolés dans des tubes, dans des petits tubes Eppendorf et maintenus au froid, donc directement au congélateur, pour limiter et ralentir surtout l'activité des enzymes digestives, pour essayer de maintenir sur une très longue durée les ADN des proies consommées en bon état pour qu'on puisse les détecter par la suite. Donc cette phase de terrain, on l'a réalisée dans 2 parcelles de 5 régions différentes, sur 4 périodes de l'année, à la fois à l'automne, hiver et au printemps. En tout, on a prélevé 1819 carabes qui ont été sélectionnés et identifiés, donc 25 espèces différentes. En laboratoire, on a broyé les individus. L'ADN des proies a ensuite été extrait. On a utilisé les amorces pour faire la réaction PCR. Et on a étudié la consommation de 5 types de proies par électrophorèse, donc 2 ravageurs, les pucerons et les limaces, qui nous intéressent particulièrement. La consommation également d'un prédateur, les araignées, a été étudiée, et puis de 2 autres auxiliaires décomposeurs, les vers de terre et les colamboles. Donc en fait, on cherchait à voir s'il y avait un service de prédation donc, par la consommation de pucerons et limaces, mais également s'il n'y avait pas un disservice par la consommation d'autres prédateurs ou d'autres auxiliaires utiles pour la vie du sol, par exemple. Donc l'analyse moléculaire nous apporte la preuve directe de la prédation des ravageurs par les carabes. On retrouve les ADN de ces proies, je vais vous montrer ça juste après. Et puis c'est une preuve en conditions naturelles, donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas fait ça en laboratoire, c'est quelque chose qui se fait réellement avec un phénomène qui se passe dans la parcelle. C'est quand même quelque chose qui est très chronophage, très coûteux en temps également, en argent, pardon. Donc c'est chronophage et coûteux en argent, et ça a nécessité donc une analyse en Autriche pour faire toutes ces démarches. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemblait là pour ce qu'on a fait en Pays de la Loire. Il y a 2 parcelles qui ont été suivies en Vendée et 2 parcelles en Loire-Atlantique. Vous avez la photo donc, qui vous montre le contenu d'un pot barbeur. On a ces pots barbeurs qui étaient enterrés dans le sol avec des billes d'argile, tout simplement parce que les carabes, s'ils sont rassemblés dans les pots, ont tendance à se consommer mutuellement. Donc il faut qu'ils aient des caches pour éviter, pour qu'on les retrouve entiers et qu'on puisse ensuite analyser ce qu'ils ont mangé. Donc là, vous avez 3 carabes visibles sur les parois du pot, là, des Ancoménus, qui sont très communs également en grande culture. Alors, pour ce qui est des résultats, donc vous avez ici le taux de détection de chaque type de proie pour l'ensemble des carabes qu'on a étudiés. Donc, on voit que les décomposeurs en vert, donc sur le graphique de gauche, sont une ressource qui semble assez importante pour les carabes. Une grande quantité de carabes ont consommé des colamboles, 64%, et 37% des carabes ont consommé du ver de terre. Donc, ce sont des ressources très souvent consommées par l'ensemble des carabes. On a détecté également que 10% des carabes ont consommé du puceron et 8% ont consommé des limaces.
Donc il y a voilà, un réel pouvoir de prédation sur des ravageurs de culture, des carabes. Donc les pucerons et les limaces représentent chacun environ 6% des proies détectées, hein, c'est le graphique de droite. Donc ça confirme le rôle d'auxiliaire des carabes qui vont consommer ces deux ravageurs de culture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait ces prélèvements dans 5 régions françaises. Donc Île-de-France, autour de Nancy, mon Pays de la Loire, c'est Loire-Atlantique, autour de Rennes et puis en Vendée. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a assez peu de variations entre les régions. Le taux de détection de chaque proie est assez proche entre les régions. Il y a peu de variations de ce point de vue-là. On a fait également ces suivis dans le temps, hein, donc il y a eu plusieurs prélèvements matin et soir, à la fois à l'automne, au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Et donc là, c'est assez intéressant, on voit qu'il y a une augmentation du taux de détection des pucerons au cours du temps, entre l'automne et le printemps. Donc on a, bon, c'est sans doute en lien avec le fait que les populations de pucerons sont plus importantes au mois de mai-juin qu'à l'automne dans les parcelles. Et d'autres informations que l'on a fait ressortir, c'est que les prédateurs qui consomment ces proies, ces ravageurs, donc les pucerons, sont différents au cours du temps. À l'automne, on a plutôt des carabes du genre Nebria qui vont avoir consommé des pucerons, alors qu'au printemps, ce sont plutôt des carabes du genre Poecilus cupreus. Donc il y a d'autres analyses qui sont en cours, hein. On essaye de mettre en lien l'espèce de carabe avec les proies consommées. Donc le travail continue à ce sujet-là, mais on a déjà, voyé, quelques résultats à ce sujet. Donc voilà pour ces deux méthodes qui permettent de visualiser la régulation naturelle au champ, disons en direct, hein, réellement. Je vais maintenant vous présenter les deux outils qu'on a développés dans le projet ARENA. Donc un outil qui s'appelle Dexi Arena et un second qui s'appelle iArena, qui permettent de mieux comprendre et de prédire la régulation naturelle dans les parcelles. Donc ces deux outils sont complémentaires. Je vais vous montrer un petit peu la combinaison qu'on peut faire entre ces deux outils. Et puis ensuite, je vous montrerai comment on les a créés et comment ils fonctionnent plus en détail. Donc le premier outil, c'est l'outil Dexi. C'est un outil qui va permettre, en rentrant des données paysagères et des données sur l'itinéraire technique, sur les pratiques, de prédire un potentiel auxiliaire de la parcelle concernée. Donc ça va permettre de voir si la parcelle a un potentiel auxiliaire fort ou plutôt faible. Et le second outil, iArena, est un outil qui, lui, à partir d'une évaluation de la population d'auxiliaires, donc qui peut être observée au champ ou alors obtenue par l'outil Dexi, ça va permettre de prédire la population de ravageurs sur la parcelle, donc ici les pucerons. On rentre dans cet outil les populations d'auxiliaires présents sur la parcelle et on prédit la population de ravageurs en fonction de la population d'auxiliaires présente sur la parcelle. Donc ces deux outils qui peuvent réellement être combinés, hein, qui peuvent s'associer. On peut directement renseigner les pratiques agronomiques et les données paysagères et sortir les prédictions d'abondance de ravageurs, ici les pucerons, sur la parcelle. Donc comment ont été créés ces outils? Donc pour l'outil Dexi, on s'est basé sur des connaissances bibliographiques, des dires d'experts qui étaient déjà très nombreux. Il y avait beaucoup de connaissances existantes. Par contre, les données étaient assez éparses et il fallait les rassembler, les associer pour pouvoir avoir un outil qui prenne en compte une grande quantité de données. Et on a ensuite créé un arbre de décision avec différents critères. Et pour chacun de ces critères, on a séparé les réponses pour les points de ces critères en classes de très favorables à défavorables. Donc voici un peu l'arbre, voici complètement l'arbre Dexi, donc qui permet de prédire le potentiel auxiliaire, donc avec deux grandes parties, une partie sur la parcelle et son environnement, donc plutôt paysage, et une partie sur le système de culture.
Et vous avez sur la droite tous les critères de base, donc en vert, qui sont à renseigner par l'utilisateur. Donc l'utilisateur va renseigner par exemple le nombre de cultures à proximité de sa parcelle, la culture principale, le type de désherbage, s'il y a uniquement du désherbage mécanique, uniquement du désherbage chimique ou les deux associés. Voilà. L'utilisateur renseigne tous ces critères et l'outil sort un potentiel auxiliaire pour la parcelle. Donc c'est un outil qui est basé sur les connaissances bibliographiques et les expertises qui étaient déjà existantes. Vous voyez qu'il y a 12 critères paysagers et 14 critères système de culture, donc il n'y a pas non plus un nombre infini de critères à renseigner. Voilà, c'est assez synthétique tout de même. C'est sensible, hein, ça a été testé sur les parcelles du projet ARENA et on a tout le panel des parcelles, d'un potentiel auxiliaire fort à un potentiel auxiliaire faible dans le cas du projet ARENA. Ça permet une réflexion globale sur les facteurs favorisant les auxiliaires. Donc pour le moment, c'est un outil qui fonctionne, qui mérite tout de même d'être encore amélioré et puis d'être testé avec un plus grand nombre de parcelles pour des améliorations futures. Donc voilà pour ce premier outil qui permet de prédire un potentiel auxiliaire sur la parcelle. Pour le second outil, donc l'outil iArena, c'est un outil qui va permettre, à partir de l'évaluation des auxiliaires sur une parcelle, de prédire la population de ravageurs, donc ici les pucerons. On a travaillé en fait sur des modèles statistiques d'après la base de données ARENA hein, pour expliquer les régulations de pucerons. On a essayé de voir quelles étaient les variables qui expliquaient les populations de pucerons. Et ensuite, ces modèles qui ont été créés à partir de la base de données ARENA ont été rentrés dans l'outil iArena pour créer un OAD. Pour du coup prédire les populations de ravageurs sur la parcelle. Donc l'outil iArena va prédire l'abondance des pucerons, à la fois une abondance moyenne sur la parcelle et l'abondance maximale prévue. Ça permet également de prédire le taux de parasitisme des pucerons par les hyménoptères. C'est adapté sur plusieurs régions françaises, hein, vu que c'est basé sur la base de données ARENA qui découle d'observations à la fois en Rhône-Alpes, dans le nord de la France, dans l'est de la France et puis dans l'ouest de la France. C'est adapté à un grand nombre de situations. Et surtout, c'est cross-validé, donc toutes les données sont indépendantes. Les données sont indépendantes du paramétrage. D'après les modèles que l'on a créés avec la base ARENA, on a vu qu'il y avait certaines variables qui étaient bien plus explicatives de l'abondance en pucerons. Donc c'est celles qui sont les plus utilisées dans iArena. Donc ce sont des variables sur la régulation naturelle, par exemple le taux de parasitisme et donc le nombre de momies sur les parcelles, l'abondance de cirques, des variables également sur la parcelle agricole, sur la taille de la parcelle, le type de bordure, et également des variables paysagères à plus grande échelle, donc dans un rayon de 500 mètres, sur le pourcentage de bois, de prairies ou de linéaires enherbés dans la zone. Alors comment se présente iArena? Donc tout simplement, c'est un tableau en fait, dans lequel l'utilisateur va pouvoir renseigner pour chaque variable si la situation de sa parcelle est en dessous ou au-dessus d'un seuil qui est défini à partir des données ARENA. Donc ça permet d'avoir, en fonction de différentes simulations, la prédiction d'abondance de pucerons dans ces situations-là. Donc un exemple avec cette diapositive-là, on vous pose la question par exemple dans le tableau du taux de parasitisme sur la parcelle, de la présence de cirques, et donc en fonction de vos observations, vous allez pouvoir renseigner si le seuil de 0,43 comme taux de parasitisme est dépassé ou non. Et vous allez du coup renseigner 1 si on est au-dessus du seuil ou 0 si on est en dessous, et ça vous fera une prédiction de la population de pucerons en fonction d'un certain nombre de paramètres que vous aurez renseignés avant. Vous voyez ici qu'il y a un taux de parasitisme qui apparaît 2 fois, tout simplement parce qu'on a 2 seuils différents et une même variable peut apparaître plusieurs fois avec plusieurs seuils dans cet outil. Donc voilà pour l'outil iArena, qui est également un outil développé dans le cadre du projet. Et puis je voulais terminer avec un essai de
de création d'élaboration de seuil de risque puceron qui prend en compte la présence d'auxiliaires dans la parcelle. C'est vrai qu'on a des seuils qui existent pour définir le risque puceron dans les parcelles, mais souvent ces seuils ne prennent pas en compte la présence d'auxiliaires, et donc c'est ce qu'on a tenté de faire dans le projet ARENA. Donc comment ça fonctionne? On va observer les pucerons sur une parcelle à une date donnée. On va noter la présence de pucerons entre 1 et 6, donc 1 très peu de pucerons et 6 beaucoup de pucerons. On va ensuite rentrer les données météo et la présence d'auxiliaires dans l'outil qu'on a créé. Et ça permet de prédire une note de population de pucerons à J+7. Et donc ensuite, on a essayé, nous, de voir si la note prédite correspondait à la note réelle observée sur la parcelle. Et il se trouve que dans 45% des cas, la note prédite est exactement la note qui est réellement observée à J+7. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et si on élargit à la note juste à côté, on a 76% des notes qui sont conformes. Donc on a une bonne tendance de ce système de seuil de risque prenant en compte les auxiliaires. Donc la qualité de la prédiction est encore faible pour les notes intermédiaires, mais c'est une première version de grille de risque qui est encore améliorable, mais qui peut déjà commencer à être utilisée. Donc ça laisse des perspectives assez intéressantes. Donc voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On répond quand même dans ce projet à des besoins des conseillers et des agriculteurs. Vous trouverez pas mal d'informations sur le site ARENA, particulièrement dans la catégorie « J'ai trouvé une bête » que vous voyez sur la capture d'écran en bas, qui vous donne accès à des fiches sur les auxiliaires et également une clé de détermination des auxiliaires que vous observez en parcelle agricole. Vous trouverez également dans la catégorie « Le blog » ce que je vous ai présenté et puis également d'autres résultats sur les méthodes d'observation, par exemple, sur les outils. Et puis, surtout, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous souhaitez aller plus loin sur la régulation naturelle, la biodiversité fonctionnelle, les auxiliaires, la reconnaissance, vous ou même les agriculteurs de vos groupes, n'hésitez pas à revenir vers moi. Moi, je peux très bien intervenir sur ce sujet ou vous faire une présentation si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Alexia pour cette présentation. Alors, excusez-moi, voilà, je pense que vous m'entendez mieux. Donc merci Alexia pour cette présentation. On va maintenant passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat qui est présent sur la page avec la petite bulle bleue en bas de votre écran. Donc une première question, alors les outils de prédiction sont-ils exclusivement grande culture ou peuvent-ils être utilisés dans d'autres filières? Et sinon, est-ce qu'il est prévu de les développer dans d'autres filières? Alors pour le moment, ils sont uniquement utilisables sur grande culture, tout simplement parce qu'ils ont été créés à partir de données grande culture. Donc ça nécessiterait, si on veut les utiliser dans d'autres cultures, de les valider et de vérifier leur fonctionnement avec un jeu de données sur maraîchage par exemple ou arboriculture. C'est quelque chose qui en effet peut être envisagé par la suite. Mais nous, notre projet était vraiment axé grande culture, donc voilà, on ne peut pas confirmer que c'est utilisable. C'est quelque chose qui mériterait d'être étudié pour voir si c'est possible. Merci Alexia. Alors, du coup, on a une autre question qui est en train d'arriver, mais du coup, moi, en l'attendant, je vais t'en poser une autre. Du coup, tu nous as présenté des outils utiles, des outils qui ont été créés dans le cadre du projet. Est-ce qu'ils sont utilisables en l'état par des conseillers qui veulent s'en servir avec des agriculteurs? Est-ce qu'il y a besoin d'une formation? Comment ça se passe? Alors du coup, il y a donc deux outils, l'outil DEXI, l'outil iArena. Pour l'outil DEXI,
C'est un outil qui est quand même assez simple à utiliser. Hein. C'est sous forme d'un logiciel où on rentre les données. Donc, ça demande, on va dire, une petite heure de formation pour bien le prendre en main. Mais c'est assez simple à utiliser. Par contre, c'est vrai que l'outil eArena, lui, demande une formation, je pense, un peu plus importante, étant donné que il faut bien comprendre le fonctionnement des seuils qui sont définis. Et puis choisir les variables que l'on renseigne. Donc pour l'outil eArena, il y a un peu plus de formation à prévoir, mais surtout si c'est des outils qui vous intéressent, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi parce que nous, on va possiblement faire des formations sur ces outils avec les autres membres du projet pour essayer de les déployer. L'objectif, c'est quand même que ces outils soient utilisés. Hein, donc si c'est des outils qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. D'accord, merci. Et donc en fait, on a une autre question toujours sur les outils qui est finalement dans quel délai ces outils sont diffusables au plus grand nombre. Alors la question du délai, on espère très rapidement. Dexy est lui totalement utilisable et totalement utilisable dès à présent. Hein. Il suffit juste donc d'être un peu formé sur son utilisation. eArena, c'est vrai que pour le moment l'interface est assez froide, on va dire, donc il est moins utilisable facilement par les conseillers, donc on aimerait l'améliorer pour qu'il soit plus un outil qui peut se prendre en main facilement. Donc après, j'espère quand même dans les prochains mois que ces outils pourront être utilisés. D'accord. On espère tous. Donc du coup, on revient vers toi si on souhaite aller plus loin, voire utiliser l'outil Dexy Arena. eArena, on attend d'en savoir un petit peu plus, d'avoir une version utilisable. Donc vous avez travaillé pendant 3 ans dans le cadre de ce projet. Il est maintenant terminé. Est-ce que des travaux se poursuivent justement pour élargir à d'autres filières ou à d'autres types de ravageurs? Alors l'objectif, oui, c'est de poursuivre dans ces voies-là. Alors justement, il y a deux voies. Hein. C'est soit aller plus loin et essayer de confirmer les résultats qu'on a observés dans le projet Arena. Donc par exemple pour la note puceron, aller sur une note qui prend encore mieux en compte les populations d'auxiliaires. Donc continuer sur ces ravageurs-là et essayer d'augmenter la précision des outils que l'on crée. Ou alors éventuellement se tourner vers d'autres ravageurs qui sont aussi problématiques en grande culture, ou bien évidemment sur d'autres cultures. Hein. Il y a également des projets, un grand nombre de projets sur la biodiversité fonctionnelle dans d'autres cultures. Voilà, j'ai moins de visibilité, mais je sais qu'il y a des projets également en ornement, par exemple. On en a parlé assez récemment là, dans le RMT biodiversité. On a des projets aussi dans ces filières-là, hein, donc en maraîchage, ornement, arboriculture. Toutes ces filières sont aussi très à la recherche de solutions pour limiter les intrants. Ah, je ne t'entends plus, Aline. Pardon. Merci Alexia. Du coup, on a fait le tour des questions qu'on avait sur le chat. Donc, je propose qu'on clôt ce webinaire. Merci Alexia pour ta présentation. Donc, tu es notre relais au végétal sur tout ce qui est biodiversité fonctionnelle. Je tiens à vous... Donc, ce webinaire sera disponible en replay dans les prochaines heures ou les prochains jours. Je tiens également à vous rappeler que le prochain webinaire se tiendra le 15 décembre matin et permettra de présenter les résultats du projet AirDect, donc sur l'utilisation de la télédétection pour la pousse de l'herbe. Voilà, n'hésitez pas à le suivre sur la page des webinaires comme d'habitude.
Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Merci, bonne journée.